le podcast de François René. Cette émission vous est présentée par le Voyagiste de Québec et Voyage USA. Showbiz, voyage et nostalgie. De Québec, de Floride ou d'ailleurs dans le monde, voici François René. Bon matin, mesdames, messieurs, heureux de vous retrouver. Bienvenue à une autre de Télémag. Profitons-en parce qu'il reste moins de temps. Vous savez que notre première série à Télémag se terminera bientôt, dans les prochains jours, d'ici à la semaine prochaine, parce que, évidemment, on était là en Floride pour l'hiver. Et là, je reprends mes voyages. Alors, sur cette émission, on parle showbiz, voyage et nostalgie. Alors, c'est le cas de toutes nos émissions. Alors, aujourd'hui, pour parler de show business, eh bien, un gars qui a un triomphe extraordinaire actuellement, Alex Perron, il triomphe dans La Cage aux folles, cette pièce de Jean Poiret et Michel Serrault qui en avait le premier rôle. Je les ai vus à Paris et je peux vous dire que la version de Joël Legendre, tournée ici au Québec, partout, une belle tournée de théâtre qui vient à la salle Albert-Rousseau. Alors, c'est à ne pas manquer. On en parlera avec Alex, il sera avec nous. Alex est un humoriste, qui est un animateur, qui est un critique de télévision. Il a bien des chapeaux, ce gars, mais là, vraiment, il est sur son X, comme on dit. Il est dans son meilleur. Alors, tantôt, Alex Perron sera avec nous. Et Mélissa Lapierre, il sera aussi parce qu'on s'est croisés. Enfin, on était ensemble à Las Vegas, au même moment, mais jamais ensemble, parce qu'elle était là par affaire, évidemment, pour sa compagnie Communication Futée. Elle a une belle entreprise, Mélissa, en plus de la voir à la télévision avec moi. Et l'entreprise a remporté un prix qui était décerné lors d'un grand congrès d'entrepreneuriat, si vous voulez, de l'entrepreneurship à Las Vegas. Moi, j'y étais avec 35 de mes amis. Je vous ai apporté d'ailleurs des belles images, mes amis voyageurs. Alors, c'est pour ça que on était en même temps là-bas. Et comme on s'est manqué et je n'ai pas pu faire l'entrevue, je l'ai invitée à l'émission d'aujourd'hui parce qu'elle vous raconte son Las Vegas à elle et surtout qu'elle nous parle du prix, pour qu'on puisse la féliciter, du prix qu'elle a remporté. Voilà. Alors, show business, absolument. Voyage, puisqu'on parle de Las Vegas et qu'on en reparlera très certainement tantôt. Et puis, nostalgie, parce qu'aujourd'hui, mesdames, messieurs, j'ai une page d'histoire, un tournant de la France, certainement dans leur histoire, à vous raconter, ce qu'on a appelé la Saint-Barthélemy, parce que c'était une fête à l'époque. Et le 24 août 1572, il y a eu ce qu'on a appelé la nuit des longs couteaux à la Saint-Barthélemy. Deux familles s'opposent. Il y a le roi de France, qui est Charles IX à ce moment-là, qui est le fils d'Henri II. Bon, Henri II a eu une maîtresse pendant de nombreuses années. Elle s'appelait Diane de Poitiers. Mais sa femme était une Florentine, de la fameuse famille des Medici, les ducs de Toscane, en Florence. On dit en français les Médicis, Catherine de Médicis. Elle a été mariée jeune enfant, presque jeune fille, je devrais mieux dire, 15-16 ans. Elle arrive à Paris, parce qu'on se mariait, hein, les enfants des rois, entre eux. Pour ça qu'à un moment donné, les rois de France n'ont pas tous été très bien. Il y avait trop de mariages, cousins-cousines, le même sang, et puis bon, c'est arrivé dans l'histoire de France. C'est pas moi qui le dis, c'est les grands historiens. Toujours est-il que Catherine va se marier à Henri II. Il va lui faire 10 enfants. Mais toute sa vie, il aura un amour infini pour Diane Le Potier, qui est sa maîtresse, pour qui il fait construire sur le Cher, près de la Loire,
le fameux château de Chenonceau, que j'ai visité avec des voyageurs de nombreuses fois. C'était la maison de sa maîtresse, loin de Paris, à 2 heures de Paris, qu'il avait fait construire, à Chenonceau. Et donc, ils n'ont pas vécu très heureux, malgré les 10 enfants qu'ils ont faits. Mais Catherine de Médicis était un petit peu méchante. D'ailleurs, quand on la voit en photo, parce que ça n'existait pas, mais les peintures, les toiles, les portraits de Catherine, on la voit toujours avec l'œil sombre. Elle était un peu dangereuse, machiavélique. Et lui, Henri II, il s'en foutait, parce qu'il passait tous les week-ends, ses jours d'été, le plus beau temps de sa vie, avec Diane Le Potier, sa maîtresse, le grand amour de sa vie. Et puis il rentrait faire son devoir, s'occuper de Paris, et puis faire des enfants à Catherine. Toujours est-il que ça n'a pas duré si longtemps quand même, ce roman d'amour, parce qu'il va mourir dans un combat de chevalier, une lance qui va perdre sa trajectoire et il va recevoir dans l'œil, on va transpercer son cerveau et il va mourir quelques heures après, Henri II. Laissant ici, à la France, 3 fils pour être roi, une fille, Marguerite, et sa femme, Catherine de Médicis. Alors, vous suivez l'histoire. Catherine, elle est florentine, donc italienne. Elle a 2 frères, dont Jules II, l'ami de Michel-Ange, qui a fait faire le plafond de la chapelle Sistine. Vous savez, l'histoire, ça se regroupe toujours un peu. Alors, Jules II était son frère. La famille de Médicis, la famille de Catherine, donc une femme reine de Paris, de France, femme du roi Henri II, et 2 frères qui sont papes. Donc, elle était très religieuse. Sa fille, Marguerite de Valois, parce que c'était la famille des Valois, c'est pour ça que je dis que c'est un tournant important dans l'histoire de France, puisque avec Henri IV, ils vont changer de nom et de famille. Alors, Catherine, elle, va marier sa fille, Marguerite. Il y a un film avec Isabelle Adjani qui s'appelle La Reine Margot. C'est absolument extraordinaire qui raconte toute cette histoire. Alors donc, elle marie Marguerite à Henri de Navarre. Voilà pourquoi j'en parle aujourd'hui, parce qu'Henri de Navarre, il est devenu Henri IV. On dit le meilleur de tous les rois qu'a connu la France. Alors, Henri de Navarre, huguenot, ça voulait dire protestant, est invité pour marier Marguerite, fille importante de France, la grande princesse de France, qui est la fille d'Henri II, qui est mort avec la lance dans l'œil, mais qui est la sœur de Charles IX, le roi actuel, à ce moment-là, au mois d'août 72. Alors, Catherine de Médicis, elle propose, pour unir les pays, à Henri de Navarre à venir prendre épouse à Notre-Dame de Paris, c'est là qu'a eu lieu le mariage, avec Marguerite de Valois, qui était une fille belle et flamboyante, jouée au cinéma merveilleusement bien par, justement, Isabelle Adjani. Film qui a été oscarisé. Elle a gagné, surtout en France, des Césars pour cela. Le 24 août 1572, c'est le mariage. Le mariage a lieu entre, donc, soi-disant qu'on était pour unifier protestants et catholiques de Catherine de Médicis. Guerre de religion. C'est pas d'aujourd'hui qu'il y en a. Hein? Alors, il y a le mariage. Catherine ne veut pas vraiment marier Henri de Navarre. Elle n'est pas contente, c'est un mariage forcé. Quand le prêtre, le cardinal, va lui demander « Marguerite de Valois, acceptez-vous comme époux Henri de Navarre », etc., elle ne répond pas. Il y a un calme, un silence complet. Son frère, Henri,
qui va devenir Henri III, est en arrière d'elle, puis il sac une poussée dans le dos. Hop! Mais là, de sa surprise, le cardinal a pris ça pour un oui. Acceptez-vous de prendre pour époux le Henri de Navarre, ici présent? Oh! C'est une poussée de son frère dans le dos. Il faut que tu répondes. Elle a dit. Et puis, c'est comme ça qu'elle s'est mariée, pour vous dire. Le soir même, elle ne couchait pas avec son mari. Elle est allée dans la foule. Elle s'est choisie un joli garçon pour faire l'acte d'amour le soir même de ses noces. Pour vous dire qu'elle ne tenait pas trop à son mari. Mais elle savait aussi que sa mère était une machiavélique, parce qu'il a été invité, puis il s'est marié le 24 août 1572. C'était pas pour rien, parce que dans la nuit, il y a eu le massacre de la Saint-Barthélemy, c'est-à-dire qu'il y a presque 2000 hommes qui sont morts. Elle, la mère du roi de France, Catherine de Médicis, la catholique, a fait venir le protestant pour le marier à sa fille, et avec lui, il a amené tous les gens importants autour de lui, donc les protestants qui étaient en vue. Et elle s'est organisée pour les faire tuer et les faire poignarder pendant la nuit, ce qu'on a appelé la nuit des longs couteaux. Et ils sont morts par centaines, près de 2000. Alors, la reine Margot n'aimait pas son mari. Elle n'avait même pas couché avec lui le soir des noces. Mais elle a trouvé ça épouvantable de la part de sa mère. Alors, elle va s'organiser pour aller lui dire, « Ma mère a voulu te tuer. Tous tes hommes sont morts actuellement. Et puis, t'es mieux de te sauver. » Au moins, elle a eu le respect de l'homme qu'elle avait marié, même par obligation. Et voilà, il s'est sauvé. Il a quitté le pays. Et il va revenir parce que les années ont passé après la Saint-Barthélemy. Charles IX, qui était un peu cinglé, le roi, à l'époque, c'est sa mère qui décidait pour lui, parce qu'elle, Catherine, a été femme de roi, puis mère de 3 autres. Alors, il y a eu Charles IX, il y a eu François II, et il y a eu Henri III, qui lui, Henri III, n'avait pas de progéniture, ne s'est pas marié, il était toujours avec des garçons, il était gay. Et puis, on a eu besoin, à la mort d'Henri III, quand tout ce monde-là est mort, eh bien, c'est le beau-frère, finalement, Henri de Navarre, qui est devenu Henri IV le 27 février. Donc, c'est son anniversaire, comme quoi il est sacré roi en 1594. Mais comme il est protestant, eh bien, il n'a pas le droit d'être sacré à Reims, à la cathédrale de Reims, le cardinal ne veut pas. Parce que 26 rois de France ont été sacrés rois, non pas à Notre-Dame de Paris, mais dans la cathédrale à Reims, à Épernay, en s'en allant en Champagne. Mais lui, non. Il va être sacré à Chartres, à la cathédrale de Chartres, parce qu'il est huguenot, c'est un protestant. Et il va devenir, à ce qu'on dit dans les écrits de la France, le meilleur que tous les rois de France n'ont jamais connu. Henri IV, Henri de Navarre. Et la nuit des longs couteaux l'a sauvé, grâce à Marguerite, sa femme. Donc, c'était tous ces gens-là, les rois que j'ai nommés, la famille de Valois. Alors, en arrivant, les Bourbons, qui sont huguenots, protestants, lui, il devient Henri IV. Et il fait sa grande rentrée majestueuse, la marche d'Henri IV, son entrée triomphale à Paris, comme nouveau roi. Mais à ce moment-là, il amène sa famille Bourbon, les Bourbonnais. Donc, ce n'est plus les Valois qui sont rois de France l'un après l'autre, mais les Bourbons. Lui aura comme fils Louis XIII, suivra Louis XIV avec son Versailles, c'est important. Louis XV, puis Louis XVI qui va payer pour tout le monde, se fait couper la tête, lui et sa femme Marie-Antoinette, lors de, évidemment, la Révolution française, quand on arrête d'avoir des rois là-bas. Alors, vous voyez comme c'est important.
c'est un tournant de la France, puisque les Valois ne sont plus rois, c'est la famille maintenant des Bourbons et des Louis que vous avez entendu parler, alors que les Valois, c'était plutôt Jacques, à l'époque de Jacques Cartier, c'est-à-dire François Ier, qui a eu 2 fils, dont Henri II, qui avait marié l'Italienne Catherine de Médicis. Donc, ça change de gang. Ils deviennent Bourbonnais, les rois de France. C'est pour ça que j'ai dit une journée très importante en France, parce que c'est un 27 février qu'Henri IV, dans toute sa gloire, le meilleur roi de France, va devenir roi à Chartres, à la cathédrale, et non à Reims, comme les 26 autres rois ont été sacrés. Et faisons une analogie avec le Québec. Ça va vous faire rire, parce que c'est de là qu'est partie l'idée que Michel Bergeron avait eue quand il a dit « Mon Dieu, c'est comme la nuit des longs couteaux. » Puis, notre ami journaliste, très érudit, auteur de Lanse et Contes, Tremblay, notre ami Tremblay, va dans la presse dire, après le match canadien-nordique, où il y a eu tant de bataille générale, puis toute une histoire épouvantable qui s'est passée, vous vous en souvenez. Canadien-nordique, Fraser l'arbitre, puis le but de côté, oui, il était bon, puis bon, finalement, on va perdre, puis on connaît toute l'histoire épouvantable. Michel Bergeron pourra vous la conter mieux que moi. Mais vous vous souvenez, on se souvient tous de ce match de finale canadien-nordique. On l'a appelé la nuit des longs couteaux. Marc Simoneau, qui travaillait avec moi à CHSC, a dit « Mon Dieu, c'est la Saint-Barthélemy. » Parce que ça s'était passé de façon violente. Comme l'histoire que je viens de vous raconter, inédite et vraie et exacte, d'Henri IV en France, le soir de la Saint-Barthélemy. Bon, on a mêlé ça aux Canadiens nordiques, puis tout le monde parlait de la nuit des longs couteaux, puis de la Saint-Barthélemy au Québec. Et pourtant, c'est le tournant de la France. Je trouvais ça amusant de vous raconter cette page d'histoire, puis en même temps d'en arriver à Michel Bergeron et au Nordique de Québec pour vous rappeler qu'on avait appelé ça comme ça, la nuit des longs couteaux, la Saint-Barthélemy, un soir, je pense, une fin de semaine de Pâques en plus. Et puis, on avait pensé à tout ça en faisant la comparaison avec une page d'histoire de France que peut-être Michel Bergeron lui-même, qui avait parlé de la nuit des non-couteaux, ne connaissait pas à ce moment-là. Alors, vous pourrez maintenant en déduire la conclusion que vous voulez. On va s'arrêter pour la pause sur cette page d'histoire. Je vous l'ai dit qu'on parlera de nostalgie aujourd'hui. Nostalgie ancienne, mais histoire importante pour les Français. À presque 18 minutes de l'émission, Alex Perron nous attend. Je l'ai rencontré, je veux vous le présenter. C'est définitivement la star du théâtre actuellement, le plus populaire de tous. Même d'ici de la Floride, on n'entend parler que de La Cage aux folles. On connaît le succès de cette pièce, on l'a vu auparavant. Mais avec Alex Perron, elle a une tournure différente. C'est vraiment, je dirais, le rôle de sa vie. On va lui en parler. Il a la gentillesse, malgré toutes ses occupations, d'être avec nous pour nous saluer les Snowbirds en Floride. Salut, Alex! Allô à toi, allô Snowbird! Ben oui! Es-tu déjà venu du côté de la Floride? Avais-tu ce goût-là de par le passé? Ah oui, assurément, je suis allé plusieurs fois, puis j'ai même fait une émission pour Évasion Alex en Floride, 10 épisodes sur la Floride. Alors, mon Dieu! Je connais bien la place. Me suis promené, ça a été une série que j'ai adoré faire. Tu sais, c'est sûr qu'on connaît les endroits les plus connus, mais il y a plein d'endroits, là, tu sais, comme Fort Myers, Bonita Beach, qu'on connaît un petit peu moins. J'ai adoré faire cette émission-là. Tu avais fait 10 épisodes quand même, c'était important. C'était une grosse série. Oui. C'est un gars heureux, certainement, que je rencontre. Je suis tout ce que tu as eu comme succès les dernières semaines. Là, tu es au Saint-Denis. Tu t'en vas à la salle Albert-Rousseau au mois d'avril, à Québec. Alors, La Cage aux folles, un rêve parfait pour toi, le beau Albin. Ben écoute, je sais pas si c'était le rêve, mais en tout cas, c'était une belle surprise.
C'est sûr que, tu sais, moi, j'ai fait du théâtre il y a plusieurs années en début de carrière. Je rêvais d'en refaire depuis à peu près 2, 3 ans. Mais, tu sais, naturellement, c'est pas parce qu'on rêve à quelque chose que nécessairement ça va se produire. Et là, au mois de juin, Joël m'appelle, il me dit, écoute, je remonte la cage aux folles, je retravaille une version vraiment québécoise de la cage aux folles, parce que bizarrement, même s'il y a eu des versions ici au Québec, il n'y a jamais eu de version typiquement québécoise, complètement québécoise. Puis il me dit, écoute, j'aimerais ça que tu sois Albin. Alors moi, dans ma tête, je dis, OK, ben oui, je vais passer l'audition avec plaisir. Puis il me dit, non, je t'offre le rôle d'Albin. Là, il y a eu comme une espèce de 15-20 secondes de silence parce que c'était comme, c'était beaucoup en même temps, mais je le voyais comme une espèce d'opportunité. Je voulais refaire du théâtre. C'était comme le projet idéal pour remonter sur les planches. Puis écoute, je ne sais pas si je suis bon, mais je sais que je suis dans une gang avec qui j'adore travailler. Fait que pour moi, ça a été le projet surprise vraiment tripant de cette année, là, 2024. Puis là, en 2025, on continue. Ça s'est bien enclenché, tout ça, parce que c'était une de mes questions. Je me disais, a-t-il passé une audition? Ah ben si, Joël a dit, le gars qu'il me faut, c'est Alex, absolument. Écoute, je sais pas pourquoi, mais lui, il avait vraiment dans sa tête que c'était moi qui devais jouer Albin. Puis donc, on dirait que quand il m'a dit ça, en fait, au départ, j'ai dit oui avec une espèce de naïveté en me disant, OK, go, on y va. Puis aussi parce que j'avais envie de le faire. Puis c'est après, quand les gens commencent à t'en parler, où là, tu fais comme, ah ouais, hein, c'est vraiment une pièce emblématique. Puis, tu sais, il y a la pièce, mais il y a aussi le film. Fait que les gens ont plein de références en tête de ce que doit être, mettons, la scène de la biscotte, la scène. Oui. Oui. Fait que là, on dirait que là, c'est là que j'ai compris. Je fais comme, ah oui, c'est vrai, je viens de m'embarquer là-dedans. Mais à partir du moment où on s'est mis à travailler, puis aussi, à partir du moment où j'ai su que c'était Marcel Leboeuf qui allait faire Georges, quand on est arrivé pour faire la séance photo pour l'affiche, tu sais, Marcel, c'est quelqu'un que j'avais naturellement croisé dans ma carrière, mais je n'avais jamais travaillé avec lui. Puis en faisant la séance photo, j'ai fait, ah oui, ça va cliquer, on va avoir du fun ensemble. C'est un chic type, Marcel Leboeuf. Hein? Toi, tu es un bon camarade de travail, de ce que je connais de lui. C'est un excellent camarade, c'est un gars d'équipe, c'est un trooper. Puis c'est drôle parce que quand on a commencé à répéter, je veux dire, Marcel, il y a 70 ans, il y a 48, il y a des années et des années d'expérience sur les planches. Mais même quand on travaillait ensemble, souvent, tu sais, il me disait, hey, t'aimes-tu ce que je fais? Trouves-tu que c'est correct? On est-tu correct? Fait que moi, je me faisais rire parce que je disais, hey, Marcel, s'il y en a un des deux qui a le plus d'expérience c'est toi. Mais ça prouve à quel point c'est un gars d'équipe qui a envie de faire le show. Moi, je l'adore. J'adore toute l'équipe, mais mon Marcel, naturellement, tu sais, on passe 2 heures sur scène ensemble, presque sans arrêt. Fait que c'est ça qu'il y a un lien qui se crée, là. Oui, oui. Tu parles d'âge. Moi, je suis aussi de cette génération. Et j'ai vu Jean Poiret et Michel Serrault à Paris. Wow! L'original, absolument, avant le film même. Et mais vraiment, même si on en a joué d'autres, même à l'époque Réal Giguère, d'autres l'ont fait. Exact. Vraiment, c'est quand ton nom est sorti, ça m'a donné un coup. Je me suis dit, quel bon choix. Je t'assure que ça tirait comme un gant. Ben, écoute, Quand je l'ai oui. vu il y a 50 ans, la pièce. Oui, oui, je comprends. Mais en fait, tu as raison, mais dans le sens aussi où j'avais envie de jouer ça, j'avais envie d'aller dans cette zone-là. Puis aussi, honnêtement, Joël a fait un travail de mise en scène extraordinaire, mais aussi d'adaptation. Il le fait avec Sylvain Larocque, l'humoriste. Fait que, tu sais, ça se passe en 78. Comme je le disais tantôt, c'est vraiment une adaptation québécoise. Les références sont québécoises. Mais aussi, Joël, il a eu la brillante idée de la dépoussiérer au sens où, c'est sûr que dans la pièce, il y avait déjà 4 rôles de drag queen qui étaient là, mais il les a fait apparaître plus souvent et plus longtemps. C'est-à-dire que avant que la pièce commence, donc 15 minutes avant que la pièce commence, les drag queens, elles sont dans la salle comme si le public entrait dans la cage aux folles. Elles sont là, elles les accueillent et là, elles partent dans un numéro de 15 minutes comme si les gens étaient dans la cage aux folles avant de monter à l'étage, à l'appartement de Georges et Albin, parce qu'ils habitent en haut de la cage aux folles. Évidemment, oui. Et à l'entracte, c'est un long medley de 18 minutes totalement disco. Fait que c'est comme si les gens, pendant la pièce,
redescendre dans la cage aux folles pendant ce numéro-là, puis après, on enclenche la deuxième partie. Fait que pour le public, c'est comme une espèce de 2 heures non-stop de spectacle où, oh oui, on mélange le théâtre, puis ça reste une soirée théâtrale, mais il y a un plus-value et c'est ce qui ressort aussi. Tu sais, honnêtement, à la fin de l'entracte, c'est un medley de 5 minutes de ABBA. Et je te jure, à chaque soir, là, on est rendu à 42, 43 représentations. À chaque soir, les gens sont debout pour chanter Ah oui. Quand est-ce qu'au théâtre, les gens dansent en levant les bras comme ça? Oui. Leur asseoir pour la deuxième partie. Fait que, tu sais, pour moi, Joël, il y a eu plein d'idées brillantes dans cette mise en scène-là, mais surtout d'avoir inclus, d'avoir fait, d'avoir valorisé, d'avoir donné un plus-value au rôle des drag queens. Pour moi, il y a quelque chose qui ajoute énormément à la pièce de théâtre. Donc, puis on en a parlé. J'avais tantôt Jannick Fournier qui te salue d'ailleurs. Ah oui, elle est Qui l'a vu. Elle a vu la pièce, elle dit tu diras bonjour à Alex. Et puis, elle disait, elle, que ça apporte beaucoup. Ta performance, Marcel qui l'a bien aimé, et les drag queens, tout de suite là. Ouais. Je peux comprendre. Parce qu'effectivement, ça rajoute, comme je le disais tantôt, oui, le public peut bien sortir à l'entracte s'ils veulent prendre une pause, aller prendre un verre, quoique, tu sais, on Espace Saint-Denis, puis quand on le joue au Capitole, les gens peuvent prendre un verre à l'intérieur, tu peux aller faire ton pipi si tu as besoin aussi. Mais tu sais, on a des caméras, nous autres, où on peut voir la salle quand on est en coulisses. Puis c'est fou, les gens restent assis là parce qu'ils veulent rien manquer du spectacle. Fait que ça rajoute vraiment énormément à la pièce. Oui. Beaucoup de maquillage, beaucoup de travail avant la pièce à chaque soir. Oui, beaucoup de maquillage, mais honnêtement, quand on a commencé à répéter, la maquilleuse qui a créé les maquillages, France, m'a dit: Ah, tu sais, je vais te montrer comment te maquiller. Puis écoute, après 2, 3 essais, j'ai fait: Hey, moi, j'y arriverai pas. Je n'y arriverai pas. Je n'ai pas ce talent-là. Puis mon personnage d'Albin, comme c'est un vieux routier, il peut pas être moins bien maquillé que les autres drag queens qui sont des plus jeunes, tu sais. Fait que donc, j'ai fait appel à Patrick Brosseau, qui est un maquilleur, qui a déjà fait ce travail-là de maquiller des drag queens. Donc, à chaque soir, il est là avec moi, il me maquille, il m'aide aussi à certains changements de costume parce qu'il y a des changements rapides. Fait que c'est lui qui fait tout ce travail-là, puis à chaque soir, c'est magnifique ce qu'il me fait. Bon, ça prend 6 ans à enlever après, mais Ah oui. je ne sais pas combien. Écoute, je retrouve des paillettes partout depuis le mois d'octobre chez nous, là. Je suis dans les paillettes maintenant. Exactement. Le moins qu'on peut se dire. Mais tu en as fait du chemin depuis Bécomo. Hein. Moi, je ne sais pas si tu te souviens, mais je t'ai connu. Tu étais au McDo, Galerie de la Capitale. Oui, exactement. J'ai travaillé là longtemps. Après ça, j'ai transféré au château. Fait que oui, c'est drôle hein, quand tu dis ça, puis on dirait qu'à chaque fois que je retourne à Québec jouer, il y a quelque chose de particulier. Tu sais, on a fait une semaine au Capitole, là, on va retourner à Albert-Rousseau. Puis moi, Albert-Rousseau, je suis allé au cégep de Sainte-Foy. Fait que la salle Albert-Rousseau, pour moi, est emblématique. Quand j'ai fait ma première tournée, Un gars, c'est un gars, puis qu'on a fait ma première médiatique à Albert-Rousseau, pour moi, il y avait comme une validation de ce que j'avais envie de faire dans la vie puis qui se concrétisait. Ben oui, j'avais travaillé avant, mais on dirait que, tu sais, des fois, il arrive des moments comme ça parce qu'à l'adolescence, en début de jeune adulte, il y a des endroits qu'on regarde comme ça et qu'on dit « Hey, j'espère qu'un jour, je vais pouvoir me produire là. » Puis là, d'y retourner, c'est encore c'est bizarre parce que, je veux dire, je l'ai refait, la salle Albert-Rousseau, mais d'y aller avec la cage aux folles, on dirait qu'il y a quelque chose de bien émotif. C'est drôle parce que je le disais cette semaine à ma gang de comédiens puis de drag queens. J'ai fait comme, hey, je vais être émotif à la salle Albert-Rousseau parce que pour moi, c'est emblématique. Oui, je comprends. Puis tu as étudié à l'Université Laval, non, me semble? Oui, exactement. J'ai une Oui. majeure en théâtre, une mineure en cinéma et après, j'ai fait l'École nationale de Parce qu'on te voit tout le temps à Montréal. Nous autres, de la région de Québec, on te connaît bien pour toutes ces raisons-là. Parce qu'au départ, tu es un gars de Baie-Saint-Paul ou en fait Charlevoix. Oui, Charlevoix, à Port-au-Percy, exactement. Après ça, on est déménagé à Québec. Puis Oui. ce qui m'emmène à Montréal, c'est vraiment le fait d'avoir été prêt à l'École nationale de l'humour. Tu aurais fait tellement de choses. D'abord avec les 3 mecs, évidemment. Les mecs comiques, là, à l'époque, avec le Morissette et les autres. Tes chroniques à la télé. En fait, tu n'as jamais arrêté vraiment depuis 30 ans.
Je suis chanceux, honnêtement. Chaque année, je me le dis, c'est un beau privilège d'être encore là. Mais effectivement, j'ai diversifié mes affaires, chroniques, animation, jeux. Fait que ça aide énormément. Puis j'écris aussi beaucoup, pas pour d'autres, parce que je considère que j'ai pas le talent pour écrire pour d'autres, pour moi. Et je chronique aussi. En ce moment, ça fait 2 ans et demi que j'écris pour Nouveau Info. Donc, on dirait que ça m'amène ailleurs. Fait que je suis content, je suis chanceux. Je touche du bois parce que Oui, parce qu'à nouveau, même tu donnes ton opinion politique ou enfin Oui, de la vie oui, de tous les jours. Ça, c'est le fun aussi. Je l'ai écouté souvent. oui. C'est le fun, j'ai bien du plaisir à le faire, mais je le fais aussi en toute humilité parce que, tu sais, quand on arrive avec des Antonine Yaccarini, aussi les autres, Victor Enriquez qui sont là, qui sont vraiment des férus de politique et qui s'y connaissent énormément. Mais je pense qu'ils voulaient aussi la vie de monsieur et madame tout le monde, ce que je représente probablement un peu plus. Là. Donc, ce sera vraiment un retour agréable pour toi, Albert Rousseau, finalement, comme tu le mentionnais, hein? Ah oui, tout à fait. Puis, tu sais, Albert Rousseau, c'est grand, il y a de l'espace. Puis, ceci dit aussi, ça va être la première fois qu'on la joue dans une salle à l'italienne, donc seulement avec des bancs. Parce que quand on la joue à Montréal, on est à l'espace Saint-Denis qui est en version cabaret, comme au Capitole. Fait que j'ai hâte de voir comment nous, on va se sentir par rapport à ça. C'est sûr qu'on va avoir du plaisir aussi, mais il y a quand même une petite différence. Tu sais, les gens, en ce moment, prennent un verre à leur table, tout ça. Fait que il va y avoir une petite différence, mais on va être bien contents. Est-ce que pour toi, ça te redonne vraiment le goût au théâtre? Là, tu es en plein dedans, évidemment, c'est un rôle extraordinaire, mais qu'est-ce que tu vas jouer de plus quand tu as réussi à jouer ça? C'est quelque chose? Mais c'est drôle que tu dises ça parce que je vais jouer un autre théâtre. En fait, je vais jouer au théâtre d'été cet été à Belleuil, Ah dans, oui. ouais, dans Mécanique Raymond. C'est celui qui joue Monsieur Dieu la foi dans la pièce, Stéphane, notre Stéphane Allard, qui donc a écrit la pièce, qui va faire la mise en scène, et je vais le jouer là aussi. Fait qu'écoute, c'est comme des petits bonbons qui arrivent, je les prends. Ceci dit, là, tu sais, je me lance pas dans une nouvelle carrière au théâtre. C'est comme juste des petits bonbons que j'accueille, puis je me dis, je suis rendu à 53 ans, il faut profiter de chaque affaire qui se présente comme ça, comme une espèce de petit cadeau sur le chemin de la vie. Là. Ah, ben, tu le prends de la bonne façon. De toute façon, tu auras touché à tout, comme on le mentionnait aussi tantôt. Je ne sais même pas si tu avais pensé au départ que tu pourrais atteindre ce sommet dans notre Oh mon métier. Dieu. Non, puis même encore aujourd'hui, moi, je prends rien pour acquis parce qu'on est dans un métier qui peut se terminer demain matin, mais j'ai jamais eu de si grande vision à long terme. Moi, j'aime mieux me faire porter par les projets, par les opportunités qui peuvent arriver, puis aussi par le plaisir de faire son travail. J'ai comme l'impression, puis ça, c'est ma vision des choses aussi, j'ai l'impression que des fois, quand on vise trop quelque chose de précis, on oublie ce qui pourrait arriver. On ne sort pas de notre sentier quand des fois, c'est les opportunités extérieures auxquelles on n'avait pas pensé qui sont souvent les plus le fun ou qui, du moins, vont parfois nous amener ailleurs. Tu sais. Fait que moi, j'essaie de garder l'esprit le plus ouvert possible. Ben, c'est une bonne philosophie, surtout dans le métier hein, d'acteur ou de Exact. humoriste, de gars de télévision, etc. On ne sait jamais d'un contrôle à l'autre où on s'en va finalement. Alors, c'est une bonne façon de prendre le métier. Tout à fait. Je te souhaite encore que le succès continue. On va essayer d'aller te voir aussi à Belleuil. Moi, Ben je oui. non, en tout cas, je retourne de la Floride à temps pour te voir à la salle Albert Rousseau. Écoute, Mais amène un peu de chaleur, s'il te plaît. on va essayer de te sauver un peu de la tempête et de la chaleur. J'ai bien hâte de te voir. Écoute, je suis sûr que c'est un succès. D'ailleurs, tout le monde le dit, les critiques sont là. Mais personnellement, j'ai hâte de te voir dans ce rôle-là qui va aller très bien. Tu dois faire un très beau Albin. Bon succès, que ça continue, Alex. Tu me diras ça. Merci. Bye-bye. Au plaisir, à bientôt. À bientôt. Félix Perron, qui connaît un succès sensationnel dans le rôle d'Albin, dans La Cage aux folles. C'est Joël Legendre qui a repris la mise en scène et qui a proposé une Cage aux folles très québécoise, très différente de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant et qui obtient un succès sensationnel. Et on a parlé avec Alex Perron, avec beaucoup de plaisir. On revient après la pause, mesdames, messieurs, toujours en Floride. C'est le podcast de François Reny. Alors, on poursuit l'émission. On a parlé beaucoup de Las Vegas dans les derniers jours. D'abord, on vous a fait un reportage complet, une visite, un tour de ville il y a peu de temps. On en a parlé également tantôt. Et je vous ai dit que j'y reviendrai parce que
nous étions tous les deux en même temps à Las Vegas avec le groupe, nous, Stéphanie et moi. Et Mélissa était là-bas par affaires. Elle participait à un congrès très important pour elle et pour les jeunes entrepreneurs. Et elle a gagné un prix. Elle était tellement occupée que même si on était tous les deux dans la même ville, on n'a jamais pu se voir et se croiser. Et en plus, on était dans 2 hôtels tout à côté l'un de l'autre. C'est incroyable quand même. Mais aujourd'hui, elle a accepté d'être avec nous. Mélissa Lapierre est là-bas. On va la rejoindre à Québec. Salut, Mélissa. Allô, François? Écoute, C'est incroyable de penser qu'on était à Las Vegas exactement les mêmes dates, mais qu'on n'a pas réussi à se croiser sur place. Et les 2 hôtels l'un à côté de l'autre. En plus, le Link et le Flamingo, face à face. Face à face, absolument. T'as aimé Las Vegas d'abord? Bien, malheureusement, j'ai pas eu le temps de visiter autant que j'aurais voulu, mais ce que j'en ai vu, j'ai trouvé ça pas mal fascinant. Déjà, on est arrivé, il faisait jour encore, de voir les montagnes autour de la ville. J'ai trouvé ça tellement beau. C'est comme si je ne m'attendais pas à ça. Tu sais, pourtant, je le sais qu'il y a les parcs nationaux, il y a les montagnes, il y a le Grand Canyon qui n'est pas très loin. Mais je pense que j'avais oublié cet aspect-là en me rendant sur place. Donc, en arrivant en avion, voir les montagnes, j'ai trouvé ça magnifique. Puis après ça, voir la strip, parce qu'on la voit quand on arrive en avion à l'aéroport. L'aéroport est collé sur le centre-ville. On voit tout ça de haut, les gros hôtels, la pyramide, la tour Eiffel, la nouvelle sphère. Wow! C'est vraiment impressionnant. C'est une ville... C'est vrai que la visiter au moins une fois dans sa vie, cette ville-là, c'est complètement unique. On aura l'occasion d'en reparler sur Voyage Magazine ensemble parce que on va y retourner cet été, tu sais, pour le temps de la construction. C'est toujours populaire en été. Les gens veulent y aller souvent en famille également. Et puis à l'automne, on y retrouvera. On en fait 3-4 par année. Mais tu y étais, toi, par affaire cette fois-ci. C'est ça ce dont je voulais te parler davantage. Te féliciter parce que ta compagnie de communication a remporté un prix très important. Oui, merci. C'est vraiment fin de le souligner. J'étais très touchée d'avoir cette invitation-là aujourd'hui. En fait, c'est un prix. Bon, si je situe d'abord l'événement, c'est l'un des plus gros événements marketing au monde. C'est un événement qui est organisé chaque année par un influenceur, un entrepreneur qui s'appelle Russell Brunson. Et cet entrepreneur-là, c'est un formateur, c'est un coach aussi. Il a écrit plusieurs livres, plusieurs best-sellers et c'est quelqu'un qu'on suit depuis longtemps. D'ailleurs, on utilise sa méthode, ses théories, ses enseignements dans notre propre entreprise. C'est ce qui nous permet d'avoir des résultats dans notre entreprise. Et on enseigne maintenant sa méthode dans le milieu francophone parce que lui, il l'enseigne en anglais. Nous, on s'amuse à dire qu'on est les Russell Brunson du Québec parce qu'on reprend carrément sa philosophie, ses outils pour les pager à un public d'entrepreneurs francophone. Et donc, lui organise ce fameux événement à chaque année depuis 10 ans. Et cette année, c'était la 10e et dernière année de l'événement parce qu'il prend une pause des événements. Il va revenir avec autre chose éventuellement, mais c'était The Last Dance. Et malgré le fait que ça fait des années que je travaille dans l'univers de ce gars-là, c'est la première fois qu'on participe à l'événement. On n'avait jamais eu l'occasion auparavant. Puis ce qui est beau, je pense, dans l'histoire, puis je pense que c'est ça qui me rend aussi fière aussi, c'est que le fameux prix, puis vous voyez la plaque en arrière de moi, je ne sais pas si vous la voyez là, ici, mais elle est dans le coin là-bas. C'est une plaque qu'on a gagnée pour avoir atteint un certain niveau de succès en affaires selon des critères établis par l'entreprise de Russell Brunson. Et on a reçu ce prix-là en 2022. Mais en 2022, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'étais en traitement de chimiothérapie. Absolument. Donc, à l'époque, je n'ai pas pu aller à l'événement, récupérer le prix, serrer Russell Brunson dans mes bras et prendre la photo officielle. Mais c'est ce qu'on a pu faire cette année. Puis, on s'y attendait pas. Tu sais, on participait à l'événement et on se disait, on se croise les doigts, j'espère qu'ils vont accepter qu'on prenne la photo officielle quand même si le prix, on l'a reçu juste il y a 3 ans, parce qu'à chaque année, il y a une cérémonie, tu sais.
Puis quand on a expliqué notre situation, ils nous ont accueillis à bras ouverts. Ils nous ont dit eh oui, vous pouvez monter sur scène, allez-y, on vous reconnaît, on vous célèbre, c'est tellement important, c'est tellement important. Fait que ça a été tellement intense comme moment. Vous dire, sérieusement, j'ai comme des larmes qui me montent aux yeux. Ça a été tellement. Ça m'a dépassé. Je suis beaucoup plus fière et beaucoup plus surprise que j'aurais pensé. Tu sais, au début, on se disait, ah, c'est juste une photo, c'est pas grave, on l'a eu pareil, le prix. Mais non, le fait d'être là 3 ans plus tard, avec tout ce qui s'est passé, tout ce qu'on a vécu, de monter sur scène, d'avoir cette plaque-là dans les mains, serrer Russell dans mes bras, parce que ce gars-là a changé notre vie carrément. Puis d'avoir cette fameuse photo officielle, ça a été vraiment magique. Puis d'avoir l'appui des pairs aussi, parce que c'est une communauté de 5000 entrepreneurs qui étaient là, sur place. Les entrepreneurs du Québec, des États-Unis, bien sûr, les entrepreneurs de l'Allemagne, de l'Angleterre, de l'Australie, qui étaient là sur place, rassemblés à l'événement, qui étaient là pour nous célébrer, nous féliciter. J'ai trouvé ça absolument exceptionnel. Fait que ça a été vraiment un moment dont je vais me souvenir toute ma vie. C'est toute une expérience là, que tu as vécue, là, quand même. Vraiment, vraiment. Je m'attendais pas à ça. Alors, tu le connais depuis longtemps. C'est vraiment un spécialiste en communication. Si on voudrait connaître mieux là, l'importance du personnage. Oui, en communication, mais surtout en marketing sur le web. Il y a vraiment, c'est lui qui a développé le concept de ce qu'on appelle le perfect webinar. Donc, c'est comment mener une présentation de vente en ligne. Parce que c'est nouveau, on ne veut pas, ça fait peut-être 20 ans, 25 ans que la vente en ligne officiellement existe. Puis il y a une façon, comment est-ce qu'on présente nos offres, comment est-ce qu'on présente nos services, nos produits en ligne? Ça se passe via des webinaires. Et lui a vraiment développé, décortiqué la méthode webinaire. On peut quasiment dire que c'est lui qui l'a créé, cette méthode-là. Puis donc, il y a une influence incroyable dans le marché du web depuis déjà 15, 20, 25 ans. Fait que oui, c'est vraiment c'est un joueur clé dans l'industrie du marketing puis de la communication en ligne. Fait qu'on est vraiment chanceux d'abord de pouvoir suivre ses enseignements, puis ensuite d'avoir la chance de le rencontrer puis de recevoir un prix de sa part. Oui, aussi. je comprends. Donc, On n'a pas l'impression que ça fait si longtemps que ça existe, le webinaire, puis cette façon de faire des affaires. Tu parles de 15-20 ans quand même, c'est quelque chose, là. oui, tu sais, mettons, c'est l'origine il y a 20-25 ans, mais le moment où les gens, ou au Québec, on en a entendu parler beaucoup plus, ça fait une dizaine d'années. Puis encore plus depuis la pandémie. Mais c'est récent. Dans notre industrie, ici au Québec, c'est récent, cette façon de faire pour générer des ventes en ligne. Parce qu'ultimement, c'est ça. C'est vraiment un business model en ligne. Mhm. Puis il fait cette rencontre à chaque année à Las Vegas ou il va dans d'autres villes? Et Las Vegas cette année, parce que c'était la 10e et dernière édition, alors que la première édition avait été à Las Vegas en 2000. Ah, d'accord. Mais entre-temps, il l'a fait à différents endroits, dont Orlando. Je pense qu'il y a eu 3 ou 4 éditions de l'événement qui ont eu lieu à Orlando. Mais là, pour clôturer, ça s'est passé à Las Vegas parce que la toute première édition avait eu lieu dans cette ville-là. Et toi, tu l'as découvert comment, ce personnage? Ce monsieur, cette organisation-là, dont tu fais partie finalement de cette communauté? Ben oui, je fais partie de cette communauté-là. C'est drôle parce qu'on se posait la question justement, comment on l'a connu déjà, Russell Brunson? Je ne sais plus si mais on a lu son livre. Ça a commencé par, on a mis la main sur son livre qui s'appelait Expert Secrets. Donc, comment, comme expert dans un secteur d'activité, se démarquer en ligne. C'est vraiment toute sa philosophie là-dedans. Fait que je ne sais plus, est-ce que c'est un ami, un collègue? Est-ce que j'ai vu une publicité dans les réseaux sociaux qui m'ont amené à le découvrir? Ça, je ne me souviens pas. Mais c'était en 2016. C'était en 2016 qu'on a découvert ce livre-là, qu'on l'a dévoré littéralement. Puis à l'époque, je me rappelle, on s'était dit, un jour, on va faire ça. Un jour, on va faire des webinaires. Un jour, on va vendre en ligne. Ça n'a pas été long, là. Ça, c'était 2016. 2018, on vendait déjà en ligne. 2019, on faisait notre premier webinaire. Et à partir de 2020, ben, c'est devenu notre mode d'action principale. Je fais des webinaires. Au moment où on se parle, je fais des webinaires presque à toutes les semaines en ce moment dans mon entreprise, et ça depuis 2020. Pour ceux qui connaissent un peu moins, quand on dit webinaire, c'est un genre de conférence que tu fais? Oui, c'est ça. C'est une conférence
en ligne. Donc, ça se fait sur Zoom, exactement comme on le fait en ce moment. Souvent, on ne verra pas nécessairement les gens. C'est pas caméra ouverte. Pourquoi? Parce que c'est des présentations où on rassemble beaucoup de gens en même temps. Fait que souvent, moi, j'ai 400, 500, 600 inscrits dans mes présentations. Fait qu'on ne pourrait pas avoir tout le monde la caméra ouverte. Ce serait un peu ingérable. Mais ça se passe sur Zoom de cette façon-là. C'est une conférence dans laquelle on partage des contenus, des stratégies, des conseils. Ça dépend évidemment de chaque entreprise, de chaque sujet. Moi, je parle de marketing en ligne plus spécifiquement. Je parle de communication d'impact aussi. Et le but d'un webinaire, c'est aussi de faire connaître son entreprise. Donc, d'offrir une opportunité de collaboration à nos clients potentiels. Fait qu'on commence par donner beaucoup de valeur, c'est super important d'offrir le maximum qu'on peut offrir. Et par la suite, on fait une proposition, ceux qui auraient envie de poursuivre avec nous. C'est un peu comme toi, quand tu fais des présentations pour les voyages, tu montres tout ce qui est possible de faire dans un voyage, comment ça fonctionne, c'est quoi les restaurants, c'est quoi les hôtels, etc. Puis après ça, les gens, s'ils sont intéressés, peuvent choisir d'acheter le voyage en question ou non. Mais c'est un peu la même chose, sauf que dans mon cas, moi, j'offre des forfaits de coaching puis d'accompagnement en communication puis en marketing en ligne. OK. Mais ça s'adresse à différents domaines. Tu peux avoir ton webinaire, te suivre, que tu sois dans un domaine ou dans l'autre, là. Absolument. Tu vois, moi, j'accompagne d'ailleurs plusieurs de mes clients à la mise en place d'un webinaire pour eux, pour leur entreprise. Mais je travaille avec des gens dans tous les secteurs d'activité, là. J'ai des gens qui vendent des savons, j'ai des massothérapeutes, des conseillers financiers, des courtiers immobiliers, j'ai des artistes peintres également. Donc, des gens dans toutes sortes de secteurs d'activité qui choisissent de monter une présentation pour se faire connaître à plus large échelle grâce au web et ultimement faire grandir davantage leur entreprise. Fait que moi, je le fais via webinaire, mais j'enseigne aussi la stratégie webinaire. Tu sais, tout est dans tout. J'enseigne aussi la stratégie webinaire à d'autres entreprises, propriétaires de petites entreprises, travailleurs autonomes, solopreneurs. Oui. Et est-ce que, en terminant, puisqu'on parle de ta business communication futée, tu te déplaces également et puis tu offres des conférences live où les gens te voient, que tu fais comme ton mentor lui-même qui vous reçoit à Las Vegas, là. Exactement. Puis c'est drôle, j'en avais une cette semaine, une conférence justement mercredi. J'étais invitée au Cégep de la Pocatière pour présenter ma conférence sur la prise de parole en public à une 150aine d'étudiants dans différents profils au Cégep. Ça, j'adore faire ça. J'adore faire ça. Fait que c'est comme un webinaire, ultimement. Mais au lieu de le faire en ligne, on le fait en personne. Dans le fond, là, le webinaire, c'est une transposition d'une conférence ou d'une présentation en personne, finalement. C'est juste qu'on le fait en ligne. Mais oui, je le fais dans les entreprises, dans les organisations, comme le CIE, justement. Puis j'aime ça. C'est vraiment quelque chose ça me nourrit énormément. Heureusement que tu nous gardes du temps pour être avec nous en Voyage Magazine. Mais là, c'est sûr, c'est une passion pour moi, et le voyage et l'animation. Oui, et puis de temps en temps, même de l'accompagnement que tu fais avec nous également, quand tu peux te trouver un peu de temps à travers tes activités, parce que là, c'est vraiment un job à 100 là, tes communications, c'est tous les jours, toutes les semaines. Oui. Puis évidemment, j'ai une équipe qui fait plein de choses aussi. Là. Tout repose sur mes épaules, mais j'ai certaines actions bien précises. C'est sûr que c'est moi qui... avec mon partenaire Nicolas, on est les figures d'autorité de l'entreprise, si on veut. Fait que c'est sûr qu'on est plus souvent amené à communiquer, à être au-devant des gens, à aller être en relation avec les gens aussi. Puis, c'est tant mieux. C'est ce qu'on a choisi. Honnêtement, je me trouve chanceuse. Hein. Je fais ce que j'aime. Tu es dans une bonne période de ta vie. J'en suis parfaitement heureux. Bravo à toi. Merci. Le beau prix que tu as remporté à Las Vegas, je voulais le souligner de belle façon. C'est pour ça que je t'ai réinvité sur l'émission aujourd'hui. Encore une fois, félicitations à toi, à Nicolas, à toute ton équipe et que vous ayez rayonné jusqu'à Las Vegas aux États-Unis. C'est vraiment digne de mention. Ah, merci! Ça me touche vraiment. Merci beaucoup de l'invitation. Je suis vraiment, vraiment touchée de ça. Alors, merci. Que ça continue. Bon succès. Et on se retrouve à Québec en studio pour d'autres Voyages Magazine dans peu de temps. Yes, j'ai hâte. Salut. Merci beaucoup et bravo encore. Félicitations. Voilà, Mélissa qui a remporté avec Nicolas, son partenaire d'affaires,
et conjoints, parce qu'ils sont mariés depuis peu de temps, on le sait. Et donc, un prix extrêmement important qu'elle a remporté là-bas. Et de son mentor, de celui qui l'a inspiré le plus. Et ça double encore l'importance de ce prix. Alors, on voulait vous le souligner aujourd'hui parce que je sais que vous l'aimez beaucoup. Souvent, quand vous me rencontrez, vous demandez de ces nouvelles. Alors voilà, les nouvelles les plus fraîches concernant la business et la vie de Mélissa Lapierre. Alors, mes amis, on va se dire bonjour. Merci à mes invités, Alex Perron, à Mélissa. Je prends quelques dernières minutes pour vous dire également que c'est peut-être votre fête, alors bon anniversaire aujourd'hui. Et c'est surtout en 1932 qu'est née à Londres, pas ailleurs, Mme Liz Taylor, Elizabeth Taylor. On parle de Marilyn Monroe, on parle de Liz Taylor, les deux plus grandes d'Hollywood. Quand on parle là, de stars, lorsqu'on parle de vedettes de cinéma, de l'histoire du cinéma, peut-être Greta Garbo des années 30, et puis on arrive à Marilyn Monroe, puis à Liz Taylor, qui étaient deux rivales, en fait. Mais dans son film, basé sur ses mémoires, quand Sinatra dit à John F. Kennedy qu'il lui fait une confidence qu'il trouve Marilyn Monroe extraordinaire, parce qu'il était avec son beau-frère, qui est marié à une de ses sœurs, Kennedy, Peter Lafford, qui est très, très, très ami, bien proche de Sinatra, puisqu'il fait partie des Rat Cats à ce moment-là. Et il lui dit, Sinatra, si tu veux, je peux te présenter Marilyn. Parce qu'elle fascinait John Kennedy. Pas pour rien qu'elle était allée au Madison Square Garden lui chanter Happy Birthday, Mr. President. Vous vous souvenez de ça? Et Sinatra va lui dire, c'est parfait, John. Je vais te présenter Marilyn. Parce que l'autre, que tout le monde aime, Liz Taylor, compliquée, elle, il faut la marier. Parce qu'elle était beaucoup moins frivole, appelons ça comme ça. Liz Taylor, elle s'est mariée 8 fois. Alors, c'est pour ça que Sinatra a dit, t'es mieux, si t'aimes les deux, t'es mieux Marilyn, parce que l'autre, il faut la marier. Alors, comme il l'était déjà, il n'était pas question de lui présenter. Mais tout ça pour dire que moi, j'ai un beau souvenir, parce que j'avais peut-être 9 ans, 8 ans, 9 ans, 56, ouais, j'avais 9 ans, quand pour la première fois, je suis allé au cinéma de ma vie, qu'un de mes oncles, qui était un gérant de cinéma, m'a fait entrer, parce qu'à ce moment-là, les films en général, on ne pouvait pas y aller. Il y avait quelques films d'enfants comme Zorro, oui, mais on ne pouvait pas aller voir un vrai film comme les adultes à l'époque. Ça s'appelait Sur la piste des éléphants. Je m'en souviens comme si c'était hier. Ça se passait au Kenya en plus. Je ne pensais pas que je connaîtrais un jour le Kenya, puis j'irais moi-même voir les éléphants dans la brousse. Ça, c'est la vie qui m'a amené ce plaisir. Mais du haut de mes 9 ans, je suis au cinéma classique à Québec, chemin Sainte-Foy. Ça s'appelle le Classique. Après ça, il s'est appelé le Bijou, c'est le même cinéma. Coin Salaberry et tout ça. Mon oncle travaille là, Paul. Il me fait entrer et je vois pour la première fois un film, un grand écran. Sur la piste des éléphants. Et c'est Elizabeth Taylor qui est la vedette du film. Le premier film que j'ai pu voir dans ma vie. Et c'est à peu près les débuts, parce qu'elle commence avec Giant, puis je pense que c'est son deuxième film, La piste des éléphants. Après ça, elle va devenir la grande Liz Taylor qu'on a connue, que j'ai eu le plaisir de voir. Je n'ai pas de photo avec elle, malheureusement. Mais je l'ai rencontrée. Rapidement, elle passait à côté de moi, puis elle était sur la scène, un soir d'Oscar, où elle était magnifique malgré son âge avancé, en 83. Elle venait de perdre comme 30-40 livres. Elle avait une toute petite taille parce qu'elle avait eu des problèmes de poids, puis elle s'était présentée magnifique. Et elle n'a pas dit « j'ai maigri » ou n'importe quoi, mais je me souviens, elle était rentrée au micro, puis elle avait dit, tout le monde l'avait reconnu, Liz Taylor avait des grands yeux,
comme mauve. Elle était absolument magnifique. Même à son âge déjà à l'époque. Elle avait peut-être 50 ans passés à ce moment-là. Elle était arrivée, puis elle a dit « Hello, I'm Liz Taylor ». Et tout le monde était parti à rire parce que tout le monde savait bien qui elle était. Mais elle voulait leur dire « Je suis Liz Taylor, au cas où vous ne me reconnaîtriez pas, parce que moi, je viens de perdre 30 ou 40 livres. » C'était vraiment quelque chose. C'était une vraie star dans le plus significatif du mot en question. Alors donc, Liz Taylor, qui s'est mariée avec Richard Burton 2 fois plutôt qu'une. Liz Taylor, née une journée comme aujourd'hui, donc le 27 février, c'était en 1932. Elle est morte à 79 ans. Elle est morte en 2011, ça fait pas si longtemps. Elle avait été opérée pour une tumeur au cerveau, je me souviens, en 1997. Et puis, elle avait survécu. Et plus tard, donc, à 79 ans, elle va mourir. Et elle a joué des rôles épouvantablement marquants comme Qui a peur de Virginia Woolf? Who's Afraid of Virginia Woolf? Elle était comme une méchante là-dedans, une sorcière quasiment. Elle a été la belle Cléopâtre de 1963, où elle fut la première actrice à signer un contrat d'1 million de dollars. Vous imaginez, en 63, mon père gagnait 1500 dollars par année. Ça, c'était 30 pièces par semaine à la Commission des liqueurs de Québec. Liz Taylor, 1 million, un film. Elle s'est remariée une deuxième fois. Elle avait choisi Montréal pour se marier la deuxième fois quand elle est venue avec Richard Burton. Ils ont fait des chicanes épouvantables. Ils se sont bataillés en public. Il l'a giflé. Il n'y a rien qui n'est pas fait. Un couple maudit d'Hollywood. Richard Burton et Liz Taylor. Y en a-t-il des choses à vous raconter? Je pourrais vous prendre 1 heure de l'émission pour tout vous raconter la vie de Liz Taylor, puis ça vous intéresserait en plus, tellement qu'il s'est passé de choses. Elle avait marié Hilton, le si riche des hôtels. Elle a marié dans ses 8 hommes Burton 2 fois. Elle a marié Buffett, William Buffett, qui fut à une certaine époque à peu près l'homme le plus riche des États-Unis, comme Elon Musk l'est aujourd'hui. Ça a été son mari aussi. Elle s'est mariée 8 fois, donc 2 fois au même homme. Elle en a fait des choses. Et puis, elle a été au cinéma une très grande star. Et surtout, elle portait fièrement, pas par son talent d'actrice, nécessairement, mais sa beauté, ça c'est sûr, et tout l'aura qu'il y avait autour. Ça arrive. Elle n'a pas besoin d'avoir le plus grand talent du monde, mais elle était tellement star, naturelle, tellement belle et tellement star naturelle que tu passes parmi les plus grandes de ce monde. On pourrait en nommer plusieurs, même ici au Québec, qui sont connus, qui ont fait des grosses carrières simplement par leur personnalité et très loin de leur talent de chanteuse ou d'actrice. J'en nommerai pas parce qu'elles sont mes amies. Je ne voudrais pas en parler aujourd'hui. C'est pas ça le sujet. Peut-être une autre fois. Mais, en terminant, je voulais vous rappeler ça. Je trouvais que c'était quand même spécial. Et en 1952, le 27 février, on a ouvert l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, le beau building sur East River à New York, où j'ai emmené tant de monde avec tous les drapeaux des pays en avant. L'ONU date également du 27 février en 1952. Salut tout le monde! J'ai fait le tour de la question. Je vous ai parlé de showbiz, de voyage et de nostalgie. La mission est accomplie encore ce matin. À demain. Au revoir. Cette émission vous a été présentée par le Voyagiste de Québec et Voyagiste USA.